Bonjour à tous. Dans le menu d'Actu Matin ce jeudi matin, deux invités. Le premier est un sportif. David Gbadamassi est président de la Fédération béninoise d'aviron. Avec lui, devant Ali Moumouni, nous parlerons de la participation du Bénin à la deuxième édition des Jeux africains de la plage. Cotonou a été fortement présent là-bas, on en discute. Le deuxième invité sera au téléphone. Il s'agit du préfet du département du Zou, Firmé Couton, qui nous dira au sujet des dernières actualités au niveau de son territoire de compétence, pourquoi cette recrudescence des cas d'insécurité et ce qui est fait pour éradiquer le phénomène. On dira deux mots au sujet de cet arrêté qu'il a pris au sujet des animaux, précisément des chiens, en divagation dans certaines grandes villes du centre du Bénin. Pour notre débat, nous parlerons de l'actualité parlementaire. Depuis hier, les députés sont en conclave à Porto Novo, la capitale du Bénin. Au menu des échanges prévus pour l'occasion, il y a entre autres les questions orales au gouvernement. En quoi cela change-t-il au fond et positivement le citoyen béninois? Nous analyserons les éléments à notre disposition. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3. Bénin, c'est Actu Matin, bienvenue. Voici la une des journaux. Et nous ouvrons par fraternité, diplomatie économique, baptême de feu pour Tchegoumba Karim. Le Bénin invité ce jour à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Intégration sociale des personnes en situation de handicap. 5 projets de décret d'application élaborés. Détail à la page 3 du quotidien Fraternité de ce matin. Pour l'amélioration de la compétitivité des filières agricoles, Pacofid offre 5 véhicules 4x4 à 16 structures partenaires. Remise de matériel d'analyse au laboratoire LCSSA, Pacofid renforce l'efficacité des analyses sur les produits alimentaires. Métier de soudure à la page 6, Sébastien Yelian Tobé, une passion du père à la fille. 8 ans d'existence du ministère Auto. L'apôtre Charles Passot fait le point des réalisations. Et puis en marge des journées de réflexion de la DAB, Marcelin Lauro récompense les meilleurs élèves de Banté. Nous passons à la priorité. Visite d'amitié et de travail du président béninois en Côte d'Ivoire. Ce que Patrice Talon et Alassane Ouattara se sont dit se trouve dans les colonnes du journal La Priorité, précisément en sa page 3. Le challenge, cascade de mesures sociales, un nouvel horizon pour les handicapés béninois. Le matinal, Conseil des ministres, le gouvernement franchit un palier du hautement social. Les modalités de l'assurance maladie obligatoire ont été définies hier. Une batterie de mesures au profit des handicapés. Vous voulez des détails? Allez aux pages 8, 9 et 15 de la production de Le Matinal de ce jeudi matin. Visite d'État en terre ivoirienne. Ce que Patrice Talon et Alassane Ouattara se sont dit se trouve à la page 2 du quotidien Le Matinal de ce matin. L'événement du jour. Assurance maladie obligatoire pour tous au Bénin. Le gouvernement définit les modalités. Quotidien L'Indépendant, protection et promotion des droits, des mesures sociales au profit des personnes handicapées au Bénin. Matin libre, poste péage sous la rupture, des coûts trop élevés dans le septentrion. Les vérités du député Kamel Ouassangari au ministre en charge du transport. Le député est membre du parti Les Démocrates. Le Soleil Bénin Info maintenant, lotissement dans la commune d'Adjohou, les travaux lancés sous le leadership éclairé du maire Zanoubo. Quotidien d'Abaro est toujours actualité au niveau des communes. Nous sommes là à Djara, toujours dans le même pratiquement département. Jamais on envoie le conseil communal adopte la feuille de route des lotissements. Fourniture de l'énergie électrique au Bénin, les 4 vérités. De nouveaux postes électriques inaugurés. Et puis vous avez en exécution de la décision du Conseil des ministres en date du 7 juin 2023, la liste des cabinets de géomètres et d'urbanistes qui ont été suspendus
suspendus. Ils sont interdits de participation à toute procédure de marché public en lien avec l'aménagement foncier, notamment les lotissements et les remembrements urbains. La primeur, série d'audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le développement national et le raffermissement des liens institutionnels au cœur des échanges. BBN, Journée mondiale des réfugiés, l'ONU priorise la solidarité et l'inclusion. 100% sport, pour finir, rajeunissement de la sélection nationale, ROR et la transition. Nous retournons à la une de Fraternité maintenant. Ce sera la deuxième lecture. Diplomatie économique. Baptême de feu pour Cheikh Bakary. Le Bénin est invité ce jour à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Intégration sociale de personnes en situation de handicap. 5 projets de décret d'application élaborés déjà. Projet pour l'amélioration de la compétitivité des filières agricoles. Pacofid offre 5 véhicules 4x à ses structures partenaires. Et puis, toujours pour la même structure, il y a une remise de matériel d'analyse au laboratoire de LCSSA. Pacofid qui renforce l'efficacité des analyses sur les produits alimentaires au Bénin. Découverte avec Fraternité, ce sera le métier de soudure. Sébastien Yelian Tobé, une passion du père à la fille. 8 ans d'existence du ministère Auto, l'apôtre Charles Passom fait le point des réalisations. Et puis en marge des journées de réflexion de la DAB, Marcelin Lauro récompense les meilleurs élèves de Banté. Voilà donc l'actualité à la une des publications ce matin. Comme à notre habitude, on va jeter un coup d'œil dans les colonnes de Fraternité, le journal Maison. Vous avez déjà à la page 2 le compte rendu intégral du Conseil des ministres d'hier avec ce focus sur la situation des personnes en position de handicap. Qu'est-ce que le Conseil des ministres a dit? Les journaux ont évoqué quelques aspects liés à ce sujet. Vous avez les détails dans les colonnes de Fraternité en sa page 2. Il y a aussi que Thérèse Tunkara s'en va. Omar Gueye s'installe à la direction générale de la SBIN. C'est la seule nomination qu'il y a eu au terme de la consultation d'hier. Nous passons maintenant à la diplomatie. Baptême de feu, annonce le journal, pour Cheikh Bakary. Démarrera bientôt justement un sommet mondial financier à Paris. Le Bénin est invité. Comment est-ce que ça va se passer? En tout cas, cette première opportunité, occasion et initiation du patron de la diplomatie béninoise, Acheter Fraternité, allez à la page 4, lisez l'analyse d'Angelo Dosoumou à propos. Et justement, parlant de diplomatie toujours, nous restons avec notre patron de la diplomatie et cette sortie de Patrice Talon hier. Le chef de l'État béninois était à Abidjan pour rencontrer son homologue ivoirien. Ils ont discuté en attendant de se voir à Paris. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Fraternité a été curieux. Et vous achetez le journal, vous lisez. Il n'y a que prioritairement, le sommet de Paris était au cœur des échanges et des discussions que les deux présidents ont eues. Il s'agit d'une visite d'amitié du président béninois à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont discuté notamment autour de la situation sécuritaire dans la sous-région, celle économique et sociopolitique au sein des États et principalement des élections présidentielles qui pointent à l'horizon dans certains pays. Par ailleurs, ils se sont un peu intéressés à la question liée au financement du développement qui fera l'objet du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Achetez Fraternité, informez-vous, c'est la bonne source d'information quand on est à Cotonou. Vous avez aussi à découvrir le métier de soudure avec Sébastien Yelian Tobé, qui est quand même une femme qui fait de la soudure. C'est passé du père à la fille. Comment est-ce que cette passion s'alimente, se nourrit et s'entretient? Fraternité est allée découvrir. Voilà donc ce qui peut vous intéresser, entre autres, dans la colonne de Fraternité ce matin. Achetez le journal. Il est très intéressant à lire avec des journalistes très curieux qui vous produisent des informations à la hauteur de votre envie de vous informer.
Justement, il y a aussi un bon canal pour vous informer quand vous êtes à Cotonou et même au-delà des frontières de Cotonou, des limites de Cotonou. C'est la télévision Canal 3 Bénin avec sa rédaction très dynamique qui nous produit justement les belles informations et les bonnes avec le bulletin sur l'actu matin. Et voici la présentatrice déjà installée, Florence. Bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin à suivre, voici les titres. La visite de travail du commandant de la zone maritime atlantique de la marine française au Bénin. Le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas s'est rendu ce mercredi à la base navale de Cotonou pour rencontrer les partenaires et visiter les installations et les équipements de la marine française a mis à la disposition de son homologue du Bénin. Détail à suivre. Et puis, autre actualité aussi à suivre dans votre bulletin d'information, Florence Bossa, du côté de l'enseignement supérieur, l'heure est au dialogue social entre les organisations estudiantines et les centres des œuvres universitaires et sociales. C'est une rencontre d'échange placée sous la tutelle de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que vous aviez eu à l'image tout à l'heure. L'objectif est de permettre aux étudiants d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien. Voici le bulletin. Je l'ai annoncé, nous ouvrons par là, Florence, le commandant de la zone maritime atlantique de la marine française, le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas est à Cotonou depuis mercredi, c'est-à-dire hier. C'est une visite de travail au Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la coopération en matière de sécurité maritime entre le Bénin et son ami, la France. Et aussitôt arrivé Tanguy, le vice-amiral, accompagné par une délégation, s'est rendu à la base navale de Cotonou pour rencontrer les partenaires et visiter les installations et équipements que la marine française a mis à la disposition de son homologue du Bénin, Ouliat Sanoussi. À la base navale de Cotonou ce mercredi matin, le commandant de la zone maritime atlantique de la marine nationale française, le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, qui effectue une visite de travail au Bénin. Il y est ici pour rencontrer leurs partenaires de la marine béninoise et de la préfecture maritime et visiter les installations en place. C'est un grand merci pour l'accueil très chaleureux que je reçois ici. Je suis très heureux d'être pour la première fois au Bénin. Je découvre. C'est fantastique, même si mon voyage, comme toujours, est un peu trop court. Mais néanmoins, de pouvoir rencontrer nos partenaires, c'est toujours important. Nous travaillons souvent ensemble dans le cadre de coopération, soit bilatérale, avec des liens très forts entre nos deux marines, soit multilatérale, dans le cadre de l'architecture de Yaoundé, où très régulièrement nous participons ensemble, tous ensemble, à des exercices communs sur différentes thématiques qui sont vraiment d'actualité. Des thématiques, par exemple, de la lutte contre la pêche illégale, ou la lutte contre les trafics, ou encore la lutte contre la piraterie, qui d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, a pu donner au niveau régional des résultats tout à fait intéressants, puisque depuis 2 ans, la piraterie dans le golfe de Guinée a beaucoup chuté. Après avoir visité les installations et le matériel mis à la disposition de la marine béninoise par la marine française pour son opérationnalisation, le vice-amiral n'a pas caché sa satisfaction au regard de ce qu'il a vu. Je vois des équipements de plus en plus disposés de plus en plus tout au long de la façade, et des équipements qui sont connectés entre eux, avec des systèmes d'information modernes, transfert des informations, fusion des informations. Et c'est une évolution que nous essayons nous aussi de conduire en France et dans beaucoup de pays dans le monde. Et je pense que c'est la voie à suivre pour pouvoir mieux maîtriser son environnement maritime, être mieux en mesure d'assurer la sécurité maritime des activités. On sait à quel point le port de Cotonou et l'environnement maritime est important pour le Bénin, pour son économie, pour la vie aussi des pêcheurs, des familles tout au long de la côte. Et donc, cet enjeu de surveillance maritime, de sécurité maritime, il est essentiel. Le préfet maritime et le chef d'état-major de la Marine nationale sont ravis de recevoir le vice-amiral au Bénin. Pour eux, cette coopération entre la France et le Bénin leur permet d'être beaucoup plus opérationnels en matière de sécurité maritime. J'ai déjà eu l'occasion de rendre visite au préfet maritime à Séclante, donc à Brest, il y a 3 ou 4 ans. Et donc, cette visite entre dans le cadre de la réciprocité. Je suis heureux que nous puissions nous voir physiquement pour échanger sur des questions d'intérêt commun.
Et cette visite renforce également les liens de coopération entre nos deux marines, puisqu'aujourd'hui, les problèmes en mer sont des problèmes qui sont communs à nos deux pays, et donc il faut se mettre ensemble, discuter ensemble sur ces problèmes-là pour trouver des solutions communes. La Marine nationale béninoise se porte de mieux en mieux bien, dans la mesure où nous avons plusieurs concours qui vont dans ce sens-là. Le gouvernement béninois met les moyens qu'il faut pour que la Marine nationale soit opérationnelle. Il y a vraiment à espérer. De toutes les façons, nous ne pourrons pas faire autrement parce que toutes les dispositions sont prises. La Marine nationale est en train de monter en puissance. Le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, commandant de la zone maritime atlantique de la Marine nationale française, est arrivé à Cotonou ce mercredi matin pour un court séjour. À la fin de sa visite de travail, il reprend le vol pour la France. Sous la supervision de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les centres des œuvres universitaires et sociales organisent les premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social avec les organisations estudiantines. L'objectif de cette séance de travail est de permettre aux organisations fêtières des étudiants d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés dans les universités pour des approches de solutions. Reportage. Sans langue de bois, les organisations fertières des étudiants échangent avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils sont venus exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien dans leurs universités respectives. C'est une rencontre de travail initiée par les centres des œuvres universitaires. Je remercie ainsi au nom des étudiants de l'UNA, le COUSAC, en particulier l'actuel directeur par intérim, grâce à qui nous avons obtenu un contrat avec les chauffeurs de taxi de la commune de Sakété pour le transport de nos camarades étudiants. Nous avons également obtenu la réalisation de 2 terrains de sport pour favoriser la distraction et l'épanouissement des camarades de Sakété et d'Akotoko. Cela étant dit, nous sommes donc conscients tous, chers autorités, que des avancées notables sont faites. Toutefois, nos écoles d'ingénieurs à l'UNESTIM, nous avons 3 écoles d'ingénieurs qui sont nourries par l'Institut national supérieur des classes préparatoires. Tout comme la FSS, l'INGEPS et l'EPAC, les écoles d'ingénieurs d'Aboumé ne sont pas reconnues comme de grandes écoles à 2 cycles et sont traitées de la même façon que les écoles à 1 cycle. Nos organisations estudiantines à l'université de Parakou ne sont pas libres. Parce que quand l'autorité fait quelque chose et qu'on veut le dire, on vous appelle la nuit pour vous dire « Monsieur, est-ce que vous savez qu'on peut vous faire reprendre l'année ? Monsieur, est-ce que vous savez qu'on peut faire cela à votre institution, qu'on peut suspendre votre institution ?» Des menaces qui s'ensuivent, alors qu'ils savent très bien que les raisons, ce pourquoi nous sommes en train de parler, sont justes. Cette séance de travail est placée sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yahi Ladékan rassure ses porte-voix des étudiants que les plaintes et doléances ne resteront pas lettres mortes. Votre voix compte, vos perceptions comptent. Vos contributions comptent. Et ainsi, nous vous évaluons. Nous regardons les intrants que nous mobilisons. Est-ce que les effets escomptés sont là? Et je vous assure, très sincèrement, je vous demande de vous ovationner pour vous-même. Cette séance d'échange s'inscrit dans la droite ligne des réformes amorcées par le ministre Éléonore Yahi Ladékan dans les universités du Bénin. L'objectif de cette démarche est de recenser les difficultés et aplanir les divergences dans les universités publiques ainsi que privées du Bénin. Voilà, donc on va passer à une autre actualité. On va parler précisément agriculture, Florence, avec la mécanisation du secteur grâce aux performances de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA. La société organise une fois encore des journées portes ouvertes à l'intention des associations agricoles, des producteurs et des clients. Ces journées portes ouvertes ont démarré depuis ce mercredi. Voici le compte rendu.
associations d'agriculteurs et producteurs découvrent les potentialités de la Société nationale des machines agricoles. L'entreprise leur ouvre ses portes sur 2 jours, mercredi et jeudi, pour découvrir de nouveaux kits à moindre coût. Au premier s'ajoutent les clients et partenaires. Aujourd'hui, nous avons invité les coopératives. Demain, nous avons invité des clients. Nous avons ensuite beaucoup de partenaires qui vont venir nous rendre visite. Et notre objectif, c'est d'être sûr que chacun d'eux repart avec une bonne connaissance des missions de la SONAMA, de notre offre produit et de ce que nous devons faire pour accélérer la mécanisation agricole au Bénin. Les journées portes ouvertes font suite à une caravane organisée par la société à travers le pays. La caravane avait consisté à présenter des tracteurs de 20, 30, 45, 60 chevaux. Et ici, à ces journées, associations et agriculteurs expriment leur satisfaction face au programme de subvention dont ils peuvent bénéficier. Moi, j'ai déjà lancé l'achat de 20 chevaux et je pense que les uns les autres, chacun de nous ici présents, a déjà pris une décision et j'invite les acteurs du monde agricole à faire l'effort, même si eux-mêmes n'ont pas les moyens pour acheter, ils peuvent se mettre à 2, à 3 pour avoir des tracteurs. À plusieurs, nous pouvons financer le matériel agricole et l'utiliser en commun. L'opportunité qui a été offerte aujourd'hui, où le gouvernement finance le matériel agricole à 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les producteurs qui mutualisent leurs moyens pour financer le matériel, le coût devient accessible, le matériel devient accessible pour eux. C'est une histoire de confiance entre la Société nationale de machines agricoles et ses partenaires. En fait, ce n'est pas uniquement le tracteur qui est subventionné à 50%, mais on parle du kit entier. Donc c'est le tracteur, la remorque, le semoir, le pulvérisateur, c'est l'ensemble de tout ce qui va avec le tracteur qui est subventionné à 50%. La société vise plus loin encore dans ses prestations. Elle travaille à apporter aux agriculteurs en 3 ans 5500 tracteurs et plus de 27 500 équipements. Remorques, charrues, pulvérisateurs, semoirs. Ajoutez à cela, la société assure la formation des utilisateurs de ces machines et le suivi de celles-ci. Voilà, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup Florence Bossa pour ce service. Ce sera le tout dernier en tout cas pour cette semaine concernant notre duo de présentation. On va se retrouver lundi prochain. Demain, vous serez avec Wahab pour un autre duo. Ce sera certainement votre dernière présentation de la semaine. Exactement. Allez, bonne journée Florence. Mesdames et messieurs, on va passer à notre bulletin d'information. Cette fois-ci, côté sport, voici Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Tanguy. En face de vous, David Gbadamassi, président de la Fédération béninoise d'aviron. Monsieur Gbadamassi, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Allez, vous êtes bien installés, hein? Voici donc Sport Matin. Ali, on veut parler quelques petits soucis avec Achille Nakada. De l'autre côté, de la régie qui est spécialement au son. Ali, on va parler dans Sport Matin ce matin des Jeux africains de la plage. On va faire le bilan de la participation du Bénin. Oui, on fera le bilan puisque à mi-parcours, parce que la compétition est toujours en cours, ce qui me permet donc de dire, David Gbadamassi, pardon, à nouveau bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'aviron et puis comme Tanguy l'a a su bien planter le décor, on va parler de la participation du Bénin à cette compétition, les Jeux africains de la plage qui se déroulent déjà depuis le 18, donc le dimanche dernier. Alors, à l'heure actuelle, quel point on peut faire de la participation de nos ambassadeurs, plus précisément dans le domaine de l'aviron? Merci, mon cher frère. Et je vais vous préciser que nous ne sommes pas partis mais pour une compétition, c'est pour une formation. La Fédération béninoise d'aviron a envoyé 3 athlètes en Tunisie, à Hammamet, pour se former en aviron de plage. Parce que la première édition a eu lieu au Cap-Vert.
et on n'y était pas. Cette fois-ci, nous avons envoyé 2 athlètes, un homme et un gars et une femme, et un entraîneur. Donc, présentement, ils sont en formation. Et après la formation, il y aura une évaluation. Donc, l'évaluation commence à partir du 23 jusqu'au 27. Donc, voilà précisément ce que constitue le déplacement de nos athlètes rameurs sur la Tunisie et précisément à Hammamet. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est une chance pour la Fédération béninoise d'aviron d'avoir 3 athlètes pour cette formation, parce que d'ici à là, nous aurons des bateaux de mer que nous allons utiliser ici au Bénin, et ça serait une très bonne chose que nos athlètes aillent se former avant de venir les restituer aux autres athlètes qui sont restés au pays. Alors, ça veut dire que jusque-là, le Bénin n'est pas encore spécialisé dans le domaine de la pratique de l'aviron sur mer? Non, parce que c'est maintenant que la Fédération internationale World Rowing amène cette discipline en Afrique. Sinon, ça existait déjà à l'Hexagone, et même en septembre, maintenant, il y aura la Coupe du Monde de l'aviron sur mer en Serbie. Donc, c'est Privel Rinkanti qui va représenter le Bénin en Serbie. Donc, c'est maintenant que les pays africains découvrent l'aviron sur mer. Et vous devez le savoir que nos matériels coûtent excessivement cher. Donc, nous n'avons pas les moyens pour en acheter. Et c'est l'international qui nous offre ces matériels-là. Et nous attendons 3 bateaux d'ici à là. Et donc, aussi jeune qu'elle soit cette fédération d'aviron, elle a déjà participé à 2 Jeux olympiques. Dites-nous aujourd'hui comment se porte l'aviron béninois. L'aviron béninois se porte moyennement. Parce que si vous prenez, le Bénin ne se limite pas dans l'Atlantique et le littoral, ni dans le Mono et le Koufou. Donc, nous sommes dans les 2 départements pour le moment. Et cette année, c'est l'année de l'Ouémé. 2023, c'est dans l'Ouémé que nous allons travailler, et que ce soit les championnats ou à Clochot. Donc, à Clochot, c'est tout juste pour pallier l'insuffisance du matériel que nous avons au Bénin ici, parce que nous n'avons que 10 bateaux. Et chaque club a 2. Or, nous avons 9 clubs. Vous voyez que c'est un peu difficile pour faire le partage de 10 bateaux qu'on va sur 9 clubs. Donc, nous avons trouvé l'astuce de mettre les pirogues de chez nous pour compléter. Oui. Donc, c'est pourquoi nous avons créé à Clochot. Au moment où les autres seront avec les bateaux d'aviron, d'autres seront avec les pirogues de chez nous pour à Clochot. D'une manière ou d'une autre, ce sera beaucoup plus formateur, puisque les pirogues de chez nous pèsent beaucoup. Oui, ça pèse, mais ce n'est pas aussi évident que quand vous quittez la pirogue et que vous ayez la main tout de suite en aviron. Donc, si vous rentrez tout de suite dans le bateau d'aviron, vous allez prendre les mêmes forces pour pouvoir ramer. Et là, ça ne va pas vous aider du tout. Donc, il faut attendre 1, 2, 3 tours avant de se retrouver dans le bateau d'aviron. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la préparation du championnat? Pour le moment, nous ne savons pas quand est-ce que les championnats nationaux auront lieu, parce que nous avons un programme qui a été déposé à la DSE, à la direction des sports d'élite. Mais vous savez que beaucoup de fédérations aujourd'hui n'ont pas encore reçu de quoi travailler. Et nous attendons toujours à n'importe quel moment où on aura la subvention, nous pouvons... Parce que nous, fédérations, il y a certaines fédérations qui sont des fédérations budgétivores. C'est clair, parce que nous n'apportons pas quelque chose. Chez nous, vous ne pouvez pas payer un ticket pour venir voir l'aviron. Oui. Il n'y a que 2 disciplines aujourd'hui qui sont à ce niveau-là. Il y a la boxe et il y a le football. Bon, oui. Aujourd'hui encore, le football, l'entrée est gratuite. Bon, donc, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour dire que nous allons
commencer tout de suite les championnats. Nous attendons qu'on nous ouvre les comptes pour que nous puissions commencer par travailler. Et avec le travail que vous abattez déjà depuis quelques années, la formation des athlètes, leur adaptation, oui. Comment est-ce que vous percevez l'avenir de l'aviron? Sans passer à côté de la question, je vous dirais que la seule discipline au Bénin, ici aujourd'hui, qui peut aller très loin, si nous prenons les athlètes au sérieux, c'est l'aviron. Parce que les enfants sont volontaires et ils se sacrifient dans la discipline. Et l'environnement aussi s'y prête bien parce qu'on a l'environnement s'y prête parce que nous avons beaucoup de plans d'eau au Bénin. Et au nord aussi, si vous allez, par exemple, à Malanville, il y a le fleuve Niger. Vous allez à Karimama et à Samsam. Et vous allez aussi à Djougou, vous avez le barrage. Oui. Et vous allez à, comment on appelle-t-on, Séméret. Il y a aussi le barrage de Séméret. Vous allez dans l'Ouémé. Vous avez Bonou, à Guégué, à Djougou, Porte-Novo et pourquoi pas Kétonou. Donc nous avons assez de plans d'eau, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour aller vers ces jeunes athlètes qui sont dans cette localité. Au moins, il faut laisser 2 bateaux d'aviron par association. Sinon, ce qui se fait à l'Hexagone, c'est 5 bateaux. Vous avez 2 skiffs. Le skiff, c'est le monoplace. Et vous avez le double, qui est pour 2 personnes. Et vous avez maintenant un bateau à 4. Le bateau à 4, c'est pour la formation, c'est pour l'initiation. Et vous avez aussi les ergomètres pour travailler les muscles. Mais si vous n'avez pas un ergomètre aujourd'hui maintenant à acheter, c'est autour de 2 millions, 2,5 millions. Ça fait assez, ça. Et si vous allez acheter comme un bateau d'aviron, vous êtes dans l'or. Si c'est en gros, vous êtes dans l'or de près de 2 millions de francs. Alors, Président, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que l'aviron béninois puisse évoluer? Ce serait votre mot de fin, votre appel également à l'endroit des personnes de bonne volonté, des autorités, afin qu'on puisse accompagner l'aviron béninois, parce qu'on sait qu'avec déjà les prouesses effectuées, avec évidemment, vous avez un athlète vedette aujourd'hui qui représente le Bénin à des compétitions internationales, et aujourd'hui, les jeunes sont déterminés. Il faut quand même accompagner la discipline. Merci, je remercie sincèrement Canal 3 de m'avoir invité et pour parler de l'aviron. Mais ce que nous avons besoin pour pouvoir décoller réellement, ce sont les matériels. Et nous en avons parlé à plusieurs reprises. Et au passage, nous remercions le Comité national olympique qui nous a aidés l'année passée à acquérir des ergomètres pour donner à certains clubs pour que les jeunes puissent travailler avec. Mais les bateaux, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, et c'est pourquoi, pour pallier à ces insuffisances, nous avons créé la course de pirogue et nous avons donné le nom à Clochot. Donc cette année, il y aura aussi à Clochot, et nous demandons à toutes les bonnes volontés, parce que le sponsoring dans notre pays aujourd'hui est un peu plombé. C'est un peu plombé, et il va falloir qu'on déplombe un peu le sponsoring pour que les jeunes fédérations comme la nôtre puissent avoir des sponsors et avoir du matériel pour pouvoir travailler. Nous lançons l'appel. Même Canal 3 aussi peut nous aider à avoir. Peut-être M. Tanguy Adoyi on vous aide déjà en permettant peut sponsoriser de passer le message. La fédération en nous offrant au moins 1 ou 2 bateaux. Pourquoi pas? Mais, on verra bien. En tout cas, on y réfléchira. On trouvera les moyens de vous accompagner d'une manière ou d'une autre.
Même si ce n'est pas avec des bateaux, on pourrait vous prêter peut-être des bottes ou des pagaies. Ça pourrait vous aider peut-être. Non, nous voulons des bateaux. Vous voulez des bateaux? Oui. Ah, sinon, j'ai des pagaies à ma disposition. Merci beaucoup, David Goudamassi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'aviron. Merci d'avoir accepté notre invitation, Tanguy, pour cette compétition. Sinon, pour ces Jeux africains de la plage, le Bénin participe en 5 disciplines. Il s'agit bien entendu du basketball 3x3, il y a du wushu, du badminton, du tech-ball et l'aviron, bien entendu. Et donc, on souhaite bonne chance et bon vent nous à sommes tous en ces formation athlètes. pour le moment. Oui, pour le bien moment. entendu, oui. Et donc, voilà, ce qu'on peut retenir de la compétition prendra fin le 23 juin, mais pour le compte de l'Aveyron, ça se poursuit après la formation pour les évaluations jusqu'au 27 juin prochain. Merci à vous, Tanguy. Allez, c'est tout. Oui. Merci beaucoup pour ce moment d'échange avec votre invité ce matin, David Goudamassi, qui est président de la Fédération béninoise d'aviron. Merci d'être passé par ici. Vous passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Et à lundi prochain pour d'autres actualités sport sur Actu Matin. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. Le temps d'installer le commentateur de ce matin pour le commentaire de la rédaction, en attendant de voir si de l'autre côté d'Abomey, le préfet pourrait recevoir notre appel. Voici la pause. Atulo ni dona jo ni ton le nous polé. Tant pas besoin. Kosi atilo ma pe nganga. Engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi. Si vous venez de nous rejoindre sur Actu Matin, sachez que c'est la troisième partie qui démarre avec le commentaire de la rédaction. Franck Aounou nous le présente. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler musique ce matin, la fête internationale de la musique. Et on va passer au scanner, la musique béninoise. Ce mercredi 21, la musique a été célébrée à travers le monde entier. Une journée dédiée certainement pour montrer la place de la musique dans notre vie. À nous tous et tous les jours, ainsi que son apport au développement. Bien sûr, Tanguy, cela fait 41 ans, soit depuis 1982, qu'on sacrifie à cette tradition. Il est question de vivre cet art de façon particulière à travers une variété d'actions, en l'occurrence les concerts qui sont organisés sur les places publiques ou dans des lieux où les populations assez facilement, en quelque sorte, ouvrir les portes de la musique aux citoyens jeunes, hommes, femmes, personnes âgées et j'en passe. Cette journée est également dédiée afin de montrer toute l'importance que revêt cet art qui consiste à arranger, à ordonner ou désordonner son et silence au cours du temps dans une perspective de recherche esthétique et puis de reconnaître sa place dans le développement d'une nation. La musique éduque, elle reste un moyen de transmission du savoir et de messages forts visant à changer les consciences et les mentalités. C'est pourquoi cette journée offre l'opportunité
aux organisateurs de revenir aux fondamentaux de la fête de la musique et mettre l'accent sur les principes qui ont présidé sa création. Comme toutes les autres journées que nous célébrons au cours de l'année, la Journée internationale de la musique revêt une grande importance sous d'autres cieux. Elle ne passe jamais inaperçue en France ou en Allemagne encore. Des festivités telles que les animations populaires sont initiées pour faire vivre ce moment aux consommateurs des œuvres musicales. Donc en somme, Tanguy, cela fait 4 décennies de fêtes plurielles associant tous les styles, tous les publics et tous les pays. Les artistes de tous âges se retrouvent partout aux 4 coins du monde afin de partager ces moments de plaisir et de découverte. Mais dans les pays africains et plus particulièrement au Bénin, peut-on célébrer cette journée de la même façon que les Français, les Allemands, les Italiens ou encore les Américains? Ne devons pas ne devons pas réfléchir comme par exemple faire une radioscopie de la musique béninoise pour en déduire les goulots d'étranglement et apprécier les avancées. Autant de questions que je me suis posées ce mercredi 21 juin où la musique retenait toutes les attentions. Et justement, à l'occasion, comment est-ce que ça va la musique béninoise? Je suis très fier des artistes béninois parce qu'ils font de sacrés efforts pour nous produire de la bonne musique en ce moment précis. J'ai une pensée particulière pour Sagboran Danialou, Angélique Kidjo, Nel Oliver, Rex Souza, Jos Pinto, Bourous-Mal dans le Nord, Kala Moulaï, Imran, Bara Sounon, mais également à ces orchestres de Kokoma qui produisent de la musique malgré leurs maigres moyens. Il y a beaucoup d'autres de la jeune génération qui font également la fierté du Bénin à travers leurs œuvres. J'ai nommé Fanico, Richard Flash, Vano Baby, Sessime Tiaf et bien d'autres. Cependant, il y a des artistes qui ne travaillent pas bien et du coup n'honorent pas le monde du showbiz, de la musique. Leurs œuvres ne sont pas du tout de bonne facture et véhiculent difficilement de bons messages. Ils participent même à la dépravation des bonnes mœurs. Et surtout, ne me demandez pas de citer leur nom ici. Les populations elles-mêmes le savent. Et vous le savez, je le sais aussi. Mais le réel problème, c'est que le secteur de la musique souffre au Bénin de 3 mots. Le premier, c'est que les musiciens, ou si vous voulez, les artistes béninois, manquent de moyens pour se produire, même lorsqu'ils ont l'inspiration au top niveau. Le deuxième mal, c'est la porosité du monde de la musique. Tout le monde veut être artiste, tout le monde veut chanter, veut être musicien. Le monde du showbiz est devenu un réceptacle de petits voyous, des accros aux stupéfiants et des désœuvrés, de sorte qu'on a des musiciens peu convaincus. Ils sont tous sauf des musiciens et c'est là justement que le bas blesse. La musique est un art s'apprend et donc un artiste qui peut et non qui veut. Le troisième mal est plus grave dont souffre la musique béninoise, ce sont les Béninois, vous et moi. Nous ne consommons pas la musique de chez nous, même quand l'œuvre est de bonne facture. Nous préférons écouter et jouer la musique étrangère que nous adulons mieux que celle de chez nous. Le premier niveau d'encouragement aux artistes est d'abord leur produit et participer à leurs concerts et événements qu'ils organisent. Mais ça n'a pas toujours été le cas au Bénin. Franck Aounou, merci beaucoup. Vous avez parlé à mon nom, mais moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne connais pas ces artistes médiocres dont vous aviez parlé dans votre commentaire. Je vais poser peut-être la question aux autres puisque vous aviez dit que tout le monde le sait. On verra bien si William Cliquin en sait quelque chose. William, bonjour. Ou si peut-être Ulrich Gaba en sait quelque chose. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Certainement peut-être Eric qui va nous aider. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, je dis Eric. Franck est très fier, très content de la musique béninoise. Ulrich, c'est vrai? Nous avons toutes les raisons d'exprimer cette fierté parce que quand je vois la diva Angélique Kidjo, plusieurs fois nommée, c'est l'image du Bénin qui est rénovée. À l'extérieur, il n'y a pas qu'Angélique Kidjo, il y a John Acardius, il y a beaucoup d'autres qui aujourd'hui font la fierté de la musique béninoise. Sagboran Danialou, ici aussi, ils sont nombreux ces artistes qui font cette fierté-là. Que ce soit de la musique moderne, de la musique traditionnelle, d'inspiration moderne, ou
ou de la musique traditionnelle pure, les Bessi Zolawadi et consorts. Vous parlez d'une autre génération. Non, je ne parle pas d'une génération. Tous ceux que vous aviez cités, ce sont des artistes de la génération 70, non, en réalité, 80. Non, il n'y a pas de génération en musique. Quand vous voyez le grand Mewé aujourd'hui qui fait du coupé-décalé, vous comprenez qu'il n'y a pas de génération en musique. La musique, c'est un art. La musique fait vivre, que ce soit ce qu'on appelle du troisième âge, du moyen de l'âge moyen ou du bas, mais seulement que Franck a dit quelque chose que vous avez semblé récuser tout à l'heure, qu'il y a des musiciens qui infestent le milieu, mais c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, mais il y a de jeunes journalistes aujourd'hui, il y a de jeunes chanteurs aujourd'hui qui rentrent dans le milieu, c'est, on dirait effectivement, comme l'a dit le chroniqueur, un cercle de petits voyous qui infestent le milieu, je pèse bien mes mots, qui infestent le milieu de la musique. On va laisser la parole à William. Fierté aussi. Elle est belle, notre musique, mais pas assez exportée ou exportable, nous dira-t-on. À la source, nous avons de la matière. Nous ne sommes pas un pays de griots nombreux, comme certains en Afrique peut-être. Mais chez nous, Guinée, oui, Mali, la Guinée, par bien exemple. sûr. Mais chez nous, il y a des potentialités dans nos couvents qui ont nourri la musique d'inspiration traditionnelle moderne. Il y a de la matière dans nos danses locales des différentes régions et ça, c'est une de nos beautés. Nous avons une pluralité cosmopolite en matière de production artistique et ce sont des richesses. Est-ce que nous les avons valorisées suffisamment? Je ne sais pas, mais quand même, il y a de la matière et il y en a qui ont utilisé cette matière à bon escient. Il y en a qui ont fait voir cela. Sabou Danielou a joué cet tam-tam que nous adorons, là je ne connais pas le nom, à Paris, au Quai Branly. Donc pour dire qu'en réalité, quelque part... Sabou joue du caca, non? Oui, c'était du caca, je crois bien. Et pour dire que nous avons eu cette matière, mais même si, tel que le Zouglou s'est imposé dans toute l'Afrique de l'Ouest, venant de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas laquelle de nos sonorités peut résonner, par exemple. C'est pourquoi moi je souris quelque part et tout le monde va se dire ça c'est du Bénin. Du coin de la bouche, moi je souris quand vous dites que vous êtes fier d'une musique béninoise qu'on ne connaît pas à l'étranger. Vous citez des artistes qui n'évoluent pas dans le contexte béninois. Je veux parler par exemple d'Angélique Kidjo qui n'évolue pas dans le contexte béninois. Ça fait 85, 86 ou 87 qu'elle a quitté le Bénin. Mais qui exporte les sonorités béninoises. Qui travaille là-bas. Elle exporte par exemple. Si on demande aux Béninois par exemple. Vous êtes fiers de quoi, Eric? Je n'avais pas encore répondu à cette question. Une fierté, certes, mais difficile à avaler. Et quand on sort du pays où la musique béninoise est presque inexistante. Ah tiens, je peux comprendre à côté, il y a un duo qui fait un travail terrible. Je ne sais pas si vous avez appris. Et ils sont connus mondialement. En fait. Et donc, je peux comprendre que c'est là que se retrouve un peu la problématique. Et c'est de voir que l'effort qui se fait à l'interne avec nos artistes, comment on peut positionner ça à l'échelle internationale. Si on peut citer avec autant de facilité des artistes à l'échelle régionale qui, justement, essayent d'imposer la musique africaine. On ne peut pas en dire autant des artistes béninois. Voyez-vous, si nous prenons du Sénégal par le Mali, le Mali, et puis tout ça, Nigeria n'en parle même plus. La liste, elle est longue. Donc, au Bénin, on risque de se perdre un peu ou de réfléchir véritablement avant de pouvoir établir une liste. Et je pense que même au niveau des acteurs de la musique, ça reste une problématique. Comment on peut positionner la musique béninoise à l'échelle internationale? Donc, il y a un effort qui reste à faire. Je ne sais pas dans le milieu du showbiz et comment cela peut se traiter, comment on peut véritablement trouver des solutions. Est-ce que c'est la façon dont nous faisons la musique qui n'est pas facile à être imposée à l'échelle internationale? Vous savez, il fut une époque où les artistes de la sous-région venaient à Cotonou lancer leur carrière. J'ai eu plusieurs interviews en termes de témoins qui disaient que quand ça marche à Cotonou, c'est que ça marche dans les autres capitales. La tendance a changé. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de nos artistes qui vont en Côte d'Ivoire. Nous les voyons sur des plateaux télé et puis tout ça. Passant par pour les pays anglophones, le Nigeria. Et donc, on a le sentiment que progressivement, on a cédé cette place-là. Comment cette mutation est venue, je pense qu'il nous faut davantage réfléchir. Maintenant, ce n'est pas la matière qui manque, justement, à l'interne.
On me trouvera ce matin. J'ai déjà commencé par dire la difficulté même à reconnaître le Bénin musicalement parlant, même dans la sous-région. Les gens ont de la peine à identifier vraiment une musique qui provient du Bénin. À l'interne même, nous avons une qui en principe devrait faire notre richesse, mais qui fait notre handicap, où chacun a son rythme, personne ne veut contribuer à la promotion de la musique de l'autre, et puis on est là, on tourne en rond, et ça ne marche pas. Franck, de quoi est-ce que vous êtes fier? Non, je suis fier des efforts qui sont faits par certains artistes. Lorsque j'ai cité quelques noms, vous prenez Sagboran aujourd'hui, il est reconnu sur le plan international. Nous avons même, là à Parakou, nous avons un groupe Teke par exemple, qui a presté dans plusieurs pays du monde. Le tout ne suffit pas d'avoir une horde de musiciens qui se déportent sur le continent ou sur la scène internationale pour qu'on soit fier des œuvres musicales que nous produisons. Aujourd'hui, le secteur de la, oui, mais c'est pas musique... C'est pas une tournée internationale qui fait la renommée de quelqu'un. Hein, non, j'ai pas parlé de... Il y a des occasions de festivals où on vous invite, peut-être parce que vous avez une singularité que vous apportez, et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que votre musique elle est connue. Hein? Oui, justement, les occasions... pour lesquelles on invite ce groupe que j'ai nommé, par exemple, Teke, qui est allé prester en Chine, c'est lors des festivals, c'est lors de grandes manifestations dans ces pays-là. Aujourd'hui, le secteur de la musique et l'industrie musicale évoluent à une échelle exponentielle, ce qui fait que les Béninois sont obligés de ne plus rester en vase clos. Lorsque vous prenez Fanico, vous allez au Cameroun, Fanico est adulé, il est vénéré au Cameroun, par exemple. Ça veut dire que nous avons des artistes qui sortent du pays. Pas plus tard qu'hier, j'ai un ami au Togo, à côté, qui m'a appelé, qui demandait de lui trouver un morceau béninois. Ça veut dire qu'à côté, déjà, les gens savent ce que nous faisons ici. Et donc, moi, je suis fier de ceux-là qui se battent, qui travaillent pour porter le flambeau du Bénin à l'extérieur en termes de musique. Qu'est-ce que la voix? Il y a de nombreux problèmes. Si nous parlons ensemble, personne ne nous entend. Alors, qu'est-ce que cette musique béninoise nous apporte concrètement, au-delà peut-être de nous distraire? Quel est, je dois dire, son apport économique, son apport culturel, son apport à la diplomatie du Bénin et Loric? Oui. Avant de répondre à cette question, il y a un aspect important qu'il faut que nous comprenions. Vous avez dit tout tantôt qu'on ne voit pas cette identité musicale, cette identité béninoise sur le plan international de la musique. Vous savez, on a un problème au Bénin. Le talent y est. Mais on a un problème d'organisation autour du secteur. Ailleurs, on parle de l'industrie musicale. L'industrie musicale, c'est quoi? Ce n'est pas que l'artiste qui chante. Le compositeur, le chanteur, l'arrangeur, le producteur. On a tout ça aussi. Attendez, je sais pourquoi je les cite. L'arrangeur, le distributeur, et tout cela entre en ligne de compte autour d'un seul artiste. Ici, vous allez remarquer que la plupart de nos artistes, ce sont eux-mêmes qui se retrouvent en train de distribuer leurs disques. Vous allez remarquer que avant d'aller se faire produire, ils battent des pieds et des mains. Il y a des difficultés pour qu'ils aillent en studio pour pouvoir le faire. Donc, voyez, déjà, autour de l'artiste, il devrait y avoir une batterie organisationnelle. Cette batterie organisationnelle n'existe pas. Normalement, c'est ça. Quand on parlait des Toufan, par exemple, aujourd'hui, les Toufan ont une batterie autour d'eux. C'est pas les Toufan qui distribuent. C'est pas les Toufan qui a interdit l'organisation. C'est justement l'organisation. C'est pourquoi nous sommes sur le plateau. C'est justement pour attirer l'attention de tous les dirigeants sur le plan culturel afin qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, la musique, ce n'est plus le problème de cet artiste. C'est le dirigeant politique qui va choisir le manager, le compositeur, à l'artiste, le distributeur. Il doit y avoir une organisation. Est-ce que ce n'est pas à l'artiste de révéler un talent qui oblige justement ses acteurs à s'agglutiner, le mot est un peu péjoratif, autour de lui pour créer justement cette industrie qu'on attend, William? Pour moi, c'est l'inverse. L'industrie existe, et va chasser les talents, un peu comme en football. La machine existe et va chercher les talents. Vous savez, quelque part, vous ne me direz pas que les politiques n'ont pas aidé
la Côte d'Ivoire à nous faire voir ce Comment coupé décalé. Vous n'allez pas me dire que les politiques n'ont pas aidé les Congolais. Seulement parce qu'ils ont investi de l'argent à l'occasion de la crise de 2010, c'est tout. Non, pas pour forcément. Utiliser Pas leur forcément. talent pour intervenir sur la scène politique. Pas forcément. Je parle pas. Oui. Quand j'ai donné l'exemple du Congo, par exemple, le Congo, c'est les années 70. Mais à l'époque, sur la scène politique, il ne représentait rien. Mais à l'interne, il y avait l'industrie musicale qui se construisait déjà. Les Manu Dibango du Cameroun, nous les avons connus comment? Parce qu'une industrie a fait... Sabouran Danialou a dû vivre au-delà de ses 70 ans pour aller au Quai Branly prester parce que les trésors royaux devraient revenir. Pareil pour le groupe Polyritmo. Vous voyez, quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Moi, je dis que le talent existe et du coup, je crois que nous sommes unanimes là-dessus. Mais pour la construction de l'industrie musicale... On a l'impression que ça gêne les acteurs. Hein? Oui, ça les gêne. Ils en parlent tout le temps. Et eux-mêmes, ils sont vraiment comme les cinéastes. Moi, j'ai eu à faire des incursions dans le milieu. Comme les cinéastes, ils sont aussi conscients de ce que c'est le manque d'industrie qui plombe la musique béninoise. Vous savez, le soyo aurait existé à une époque d'une industrie musicale forte où le Tchèque système, et vous pensez que nous serions si effacés à l'échelle internationale? Je ne le pense pas. Non, mais je pense qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Si tant est que notre ambition est de voir vraiment nos artistes à l'échelle internationale. On est d'accord, on ne va pas se leurrer qu'à l'international, nous sommes invisibles. Je pense qu'être présent dans un pays comme le Cameroun, cela ne suffit pas pour ici un artiste à l'échelle internationale. Là, ça a été au Gabon, mais aujourd'hui, il n'est plus. En tout cas, pour l'ambition que nous avons à comment on dit, à voir nos artistes tutoyer d'autres artistes de la sous-région. Moi, je ne veux pas rentrer dans les comparaisons en citant tel artiste par rapport à tel artiste. On vous dira que chacun a son étoile. Bref. Alors, je pense que à l'interne, l'industrie, elle est inexistante. Et les acteurs eux-mêmes le savent. Et William l'a dit, il n'y a pas que seulement dans le secteur de la musique. Le cinéma, nous avons connu une époque où on avait tellement... Non, donc c'est entre... Il doit d'abord avoir une volonté politique qui, franchement, trouvera d'intérêt que dans ce secteur, nous sommes en retard. Nous devons évoluer, rattraper ce retard et mobiliser les acteurs au fin de trouver des solutions. Vous savez, les exemples que vous avez donnés autour d'un artiste, il faut tel technicien et puis tout ça, cela n'existe pas. Vous voyez nos artistes, ils sont pratiquement seuls à réfléchir dans tous les sens et puis tout ça. Donc je pense qu'il faut réorganiser cela, donner un peu du jus, du tonus dans l'industrie musicale qui va véritablement porter nos artistes. Alors, je pense que pour nos grands artistes qui Angélique Kidjo, qui s'est retrouvée un peu à l'international, je pense qu'elle peut jouer également un rôle, puisqu'elle a vu un peu comment ça se passe ailleurs. On peut faire ce plaidoyer, elle peut revenir, n'est-ce pas, porter cette connaissance, n'est-ce pas, à ce qui se fait à l'interne. Lorsque vous avez la chance de percer, vous devez venir tenir par la main vos jeunes frères et sœurs. C'est une solidarité à l'Africaine. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème aujourd'hui dans le monde de la musique béninoise, c'est que j'ai l'impression que les producteurs, les quelques que nous avons, ne font pas un bon travail aussi. Parce que n'importe qui vient avec son œuvre, j'ai l'impression, comme les trucs ne sont plus chers aujourd'hui, on le produit et puis il sort peut-être un single et puis on balance ça. Il faut apprendre... Est-ce qu'il y a encore des maisons de production? Non, oui, il y en a. Les gars, ils achètent un ordinateur, il faut l'installation de logiciel, et puis bon, ça braille dedans, et puis ça monte les petits bruits. Et l'artiste est né dans le quartier. Et puis ils ne sont pas d'accord. On ne parle pas. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec moi. Moi, j'ai mon opinion, et chacun doit en avoir une. Et l'autre chose, ce sont les médias également qui participent à cela. Vous voyez sur nos chaînes, vous suivez des clips qui laissent à désirer. Vous vous demandez on suivait un clip la dernière fois sur une chaîne où c'est les fesses qui sont mises en évidence. On dansait tout le temps avec les fesses et tout ce qu'on disait. Nous avons des artistes qui sont extravertis, qui font du copier-coller. Vous voyez des clips. Un clip béninois qui ressemble du premier morceau, enfin, du premier son ou de la première note à la dernière note,
à une musique de je ne sais où. Non, mais je pense vous voyez les décors du clip ne ressemblent rien au ménage. C'est une voiture de luxe qui n'a jamais acheté, qui ne peut jamais peut-être acheter de toute sa vie. C'est peut-être des maisons, c'est peut-être des filles autour de lui, dans les piscines à moitié nues. On est dans un contexte totalement différent du contexte réel béninois. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut exister sur la scène internationale? Je veux bien être d'accord avec vous, mais les exemples que vous avez évoqués, on les retrouve ailleurs. Quand bien même dans ces pays, l'industrie musicale existe. Oui, mais c'est parce qu'on l'a vu ailleurs qu'on veut les tendance. C'est les pays dans lesquels l'industrie a déjà précédé ça. Mais c'est une tendance, n'est-ce pas? N'allez pas interroger tout ce que vous voyez dans des clips à l'échelle internationale. Si ce que vous voyez est vraiment, si l'artiste en est le propriétaire, on ne va pas faire ce procès. Je pense que pour davantage voir le problème qui existe, on n'a même pas trop besoin d'aller ailleurs. Il y a matière vraiment à souhaiter que les différents acteurs, n'est-ce pas, au niveau de la musique, puissent véritablement se concerter et trouver les voies et moyens pour que notre musique puisse véritablement s'imposer. C'est vrai, dans ce que nous voyons dans nos clips et puis tout ça, il y a des éléments sur lesquels il faut revoir un peu la façon dont les artistes sont clippés, les images et puis tout ça. Mais dans cette industrie, c'est ça aussi qui fait cette industrie musicale. Okay? Et parfois, je me dis, mais qu'est-ce que nous demandons et qu'est-ce que nous voulons? Nous apprécions ces mêmes images dans d'autres clips, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, aux États-Unis, n'en parlons même plus, nous sommes friands de ça. Je ne me rappelle plus si j'ai vu dans un clip nigérien des jeunes filles nues, en string, en train de dansoter. Même si c'est un artiste vraiment inspiré, même si c'est le cas, nous, ce n'est pas notre idée. La première dérive. Pourquoi est-ce que nous, on veut le faire? S'il vous plaît. Oui. Vous avez fait un très bon constat parce qu'en réalité, aujourd'hui au Nigeria, il y a une commission de censure. Cette commission de censure choisit ce qui passe. Vous avez entre-temps, Blaise avait initié une émission sur l'une des chaînes privées de télévision privées du Bénin où on parlait du cimetière des clips. C'est une radio. C'est une radio, voilà. Voilà, ça passait. C'est un système comme ça. Mais ici, c'est une volonté du gouvernement. Ce sont les autorités qui ont décidé de mettre une commission de censure. Cette commission de censure choisit les clips ou les sons qui doivent passer. Ça veut dire que, et c'est rien que des spécialistes du domaine, des techniciens, des musicologues qui analysent ces sons. Parce qu'en réalité, ils veulent voir l'image, la bonne image du Nigeria à l'extérieur. C'est vrai que malgré ça, il y a des choses qui passent. Mais vous voyez déjà, il y a une volonté du gouvernement. Il y a une batterie qui est mise en place. Au Bénin, nous sommes passés à côté de cette image-là, tout simplement parce que Terence Tam s'est retrouvé seul à cultiver son Tieng System. Tout récemment, nous avons vu le Soloyo qui a failli prendre avec Robinson Sipa, avec le groupe La Panthère Noire, mais à un moment donné, certains ont voulu suivre. Même, comment il s'appelle, celui qui a chanté le Soloyo après et qui a viré vers un autre rythme, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Lui aussi, à un moment donné, a voulu prendre. Et à un moment donné, on a senti que le mouvement a voulu prendre, mais il n'y avait pas de volonté politique autour. Il faut créer l'univers. Il faut créer l'univers qui évolue. Et quand vous allez constater que l'univers est créé et que l'univers permet aux artistes de se développer dedans, ceux qui évoluent en basse finiront par rejoindre cette vague-là. Il n'a pas fini. C'est bon, ça peut aller. Il a fini. Soulagé. Un peu. Il faut qu'on fasse évoluer vraiment le débat, les gars. On ne va pas s'accrocher à il n'a pas d'industrie, etc. Il n'a pas d'industrie. Ailleurs, les gars n'ont pas entendu d'industrie. On n'allait pas dire qu'au Togo, il y a une industrie. Maouz, c'est pourquoi le Togo est mieux connu que nous en Afrique de l'Ouest, les gars. Oui, il faut un travail qui se fait. Est-ce que vous me permettez vous pouvez citer planter le décor pour relancer le débat? Non, j'attends impatiemment votre question. Oui, il faut parler à tes deux accompagnateurs qui ne facilitent pas la tâche. On n'exploite même pas nos richesses. Voyez-vous, il y a des artistes étrangers qui s'obligent à revenir sur le continent pour trouver des images
pour trouver de beaux instruments à insérer justement dans ce qu'ils font en termes de musique. Singela est retourné dans son Congo natal pour aller prendre des images, tourner des clips sur place là-bas. Et ce n'est pas un seul clip, ce n'est pas 2 clips. Il y a beaucoup d'autres artistes. Pendant que même des Congolais qui sont au Congo tournent des clips avec des filles nues en string dans une piscine, etc. Est-ce que c'est cela qui, ma foi, va favoriser l'éclosion d'une industrie, les gars? Non, au sérieux. Au Cameroun, merci d'avoir pris le temps de quitter Au Cameroun, on a interdit une musique, Collé la petite, mais nous en avons consommé allègrement à Cotonou. Je pense que la liberté d'expression et d'opinion permet à tout le monde de faire ce qu'il veut. Mais à nous, médias, à nous, publics, de filtrer ce que nous consommons. Vous savez, Eric a dit tout à l'heure que nous sommes friands. Non, certains sont friands de ces clips. Mais quelque part, on a éduqué mal la génération actuelle et on éduque ainsi mal aussi les générations qui viennent après nous en ne diffusant à la télévision que des clips dans lesquels il y a ces choses. Moi, je pense que si aujourd'hui la tendance pour les artistes béninois en se hissant, c'est d'aller tourner à Miami, je pense qu'il faut revenir aux valeurs en sortant. Aujourd'hui, on veut positionner le tourisme et on oublie la musique. Une commission existe déjà côté ministériel au niveau du cinéma. Je pense qu'il faut en faire au niveau de la musique. Je vais rebondir rapidement, très rapidement. Le temps est parti, hein, ça fait il a tout dit. William a tout dit, tout simplement parce que aujourd'hui, si éventuellement on définit effectivement une réelle politique autour de la musique béninoise, je pense que ces artistes-là qui évoluent en vase clos, qui aujourd'hui ne font pas vraiment la promotion de l'image du Bénin dans leur musique, finiront par rejoindre ce groupe parce qu'en réalité, si la politique est bien définie et qu'on constate que ceux qui évoluent dans ce système-là, organisé et sécurisé, arrivent à vraiment véhiculer l'image, révéler l'image du Bénin comme nous aimons le dire, je pense que les autres finiront par rejoindre. Et c'est comme ça que ça se passe. Regardez en Côte d'Ivoire, on a commencé avec le Zouglou. Après le Zouglou, c'est passé par le Noumamou, le Sikossi Dance, le Sikossi 3K, c'est passé par Merci pour votre maîtrise de la musique. Allez les gars, on va changer de sujet. Aujourd'hui, vous voyez, ça fait 8h06. Ça fait 8h06. On a rapidement le sentiment qu'il y a parfois une question de mauvaise foi, vraiment de mauvaise foi au niveau des acteurs qui se refusent de s'accompagner. Les types de danse que vous avez évoqués ailleurs, il y a une mobilisation générale des acteurs eux-mêmes, n'est-ce pas, à imposer cela. Et cela a pris. Chez nous, je pense qu'il y a vraiment ça. Pas changer de sujet, j'avais promis qu'on évoque un peu cette série de questions orales au niveau du Parlement. Il y a un regain d'activité et d'inspiration chez nos députés, mais le temps il est parti. On va faire un tour de table seulement autour de ce déplacement de Patrice Talon à Abidjan. Vous avez suivi l'actualité comme moi hier. Qu'est-ce qui peut amener Patrice Talon voir son ami Ouattara? 2 ou 3 choses. Oui. La première, Patrice Talon est allé discuter avec son aîné, comme il a dit dans ses propos à la fin de la visite, de ce sommet-là qui s'ouvre aujourd'hui à Paris sur le financement du développement en Afrique. Ils ont échangé autour, certainement pour accorder leur violon et savoir quoi dire devant les partenaires là-bas. C'est quoi, c'est une solidarité qui Non, figurez-vous que la Côte d'Ivoire joue un moteur essentiel dans la communauté, dans l'UMOA. Et donc, ils sont allés pour certainement discuter des points à aborder. La deuxième chose, ils ont parlé sécurité. Et c'est tout bien de parler sécurité parce que dans la sous-région, vous savez très bien ce qui se passe avec les djihadistes et les terroristes. Et après, ils ont parlé des questions de coopération entre les deux pays. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui peut les obliger, Ivoiriens et Béninois, à parler sécurité. C'est vrai que c'est une question partagée par tous, mais non pas des frontières. On n'a pas des frontières. Oui, Eric. Non, mais je pense qu'il n'y a pas une proximité en termes de frontières. À partir du moment où la réalité sécuritaire semble être un peu la même, on peut partager des expériences de la façon dont il faut véritablement mener cette guerre. Mais après, moi je suis toujours un peu étonné de ces genres de rencontres en moins d'1 heure, 2 heures de temps où on parle économie, sécurité et puis tout ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Oui, mais les fiches sont préparées déjà à l'avant.
la veille ou moi je peux prendre mon téléphone et vous appeler, débarquer chez vous. Moi je pense que tout est organisé à l'avance. Moi je pense à l'avance, oui. C'est déjà bien qu'il n'y a pas longtemps que ça, on a évoqué des questions de diplomatie. Nous savons qu'aujourd'hui on a orienté les choses. Donc si ça peut davantage faire sortir le chef de l'État, aller échanger avec ses homologues, tant mieux. On peut parler entre Béninois et Ivoiriens de sécurité parce qu'on n'a pas des frontières, mais on est très accolés, on est frontaliers, on est voisins des pays fortement touchés. Et nous aussi, on a commencé par être touchés. N'oubliez pas l'attentat de Grand Bassam, c'était le plus grand qui a donné le ton au terrorisme en Côte d'Ivoire. Pareil chez nous à Porga, ça a commencé et jusque-là, ça commence par prendre du volume. Donc, comprenez qu'il y a enjeu à en parler. Actualité sociopolitique, ils en ont parlé aussi. Et je suis content que Patrice Talon écoute l'analyse d'Alassane Ouattara, qui est dans un 3e mandat, sur la situation sociopolitique en Afrique. C'est très bien pour nous. Ce n'est pas un bon exemple, à suivre. Non, qu'il l'écoute son analyse. Maintenant qu'il est dans le 3e mandat, comment est-ce qu'il le vit? Comment il voit le phénomène du 3e mandat dans la sous-région? C'est bon pour notre chef d'État qui, lui, a un pays dans lequel la Constitution dit que de sa vie, c'était un coaching à lui de savoir comment bon exemple. Non, mais écoutez, c'est déjà intéressant de constater qu'il y a aujourd'hui une sorte d'offensive diplomatique parce que c'est quelque chose que nous ne voyions plus depuis un certain temps. Voir le président Patrice Talon aller beaucoup plus vers ses pairs, en fait, pour une certaine concertation. Non, mais avant la Côte d'Ivoire et Lomé. Bon, la Côte d'Ivoire, Lomé, attention. Il faut faire doucement, c'est toujours important parce que cela témoigne d'abord de la coopération sud-sud. Oui, il faut d'abord que cette coopération... Je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Il a été plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il est allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire, mais pas avant un tel sommet. Donc, vous savez, on sent que maintenant, on se prépare. Et d'ailleurs, même Patrice Talon, il faut l'avouer, n'était pas souvent présent à ce genre de sommet. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir si, entre-temps, on ne va pas tendre une petite oreille indiscrète pour savoir s'il n'y a pas peut-être les secrets du 3e mandat. Bon, écoutez, on ne sait jamais, oui. Allez, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Je vous vois lundi. D'ici là, vous portez très bien. Vous passez de bons moments de congé jusqu'à lundi. Mesdames et messieurs, voici le pour ou contre de Nagui Balagbe qui nous propose de revenir sur cette actualité sportive malheureuse. Le samedi dernier, le Bénin accueillait le Sénégal pour la 5e journée des phases éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À la fin, 2 morts et quelques 30 blessés. Qu'est-ce que ça peut inspirer comme avis aux citoyens? Élément de réponse dans cette récolte réalisée, je le rappelle, par Nagui Balagbe. Ça se déroule dans notre pays, c'est pour notre pays, c'est notre équipe nationale. Donc, que ce soit gratuit, c'est bon pour nous tous. Ça nous permettra de venir tous. Il n'y aurait pas des gens qui vont dire que ça sera qu'il y a, comment dirais-je, qu'il n'y a pas d'argent pour venir. Donc il y aura du monde, ça c'est sûr. Donc je suis pour. S'il y a du monde, c'est pour encourager l'équipe. Les joueurs, ils aiment ça. S'il n'y a pas du monde, les joueurs ne seront pas motivés à jouer. Ils ne pourront pas donner le maximum. Enfin, c'est ce que je pense. Mais nous avons nous support din et wazon tikene de ma fata de gbeto de boy we e wazon bo gbeto wa guye wa so ma ndo ma fata mo gbeto so mo piri pon wa ina go so mo pon piri ya e yi fata wazon mo e go so mo nu babara wa jije we de mo gwene. Non, mais je suis pas contre. J'ai beaucoup aimé parce que d'abord le peuple béninois à un moment donné était découragé. Par rapport à ce qui se passe chaque fois au stade, on était totalement découragés. Donc c'était quand même une manière de motiver la population afin qu'ils viennent supporter nos écureuils appelés aujourd'hui guépards. Donc voilà, je ne suis pas contre, je suis d'accord. Ce que j'aurais souhaité que la police ou bien les agents de la sécurité puissent faire leur boulot. Parce qu'ils savaient quand même que le terrain allait remplir. Du moment où il y a déjà la gratuité du stade et tout, voilà, le terrain allait quand même remplir. Maintenant, il fallait quand même qu'ils prennent leurs mesures afin que quelque chose comme ça n'arrive pas. Parce que
si nous avions une bonne mémoire, au temps de Kofi Olomide, il s'est passé des choses comme ça. Donc ils devaient quand même prendre leurs précautions afin que quelque chose comme ça n'arrive plus. Donc c'est déplorable. Bon, nous finir pour gagner là, mais nous gagnons il y a un fini. Nous à cause de ça, ma nous organiser nous avons accident là nous à Djemo. Parce que nous organiser Gandhi, nous organiser Gandhi pour nous tuer na rue. Fille mais là bon, et on te comment nous organiser bon mais là nous dit le pour mais là nous ko sou quoi le rendu quoi tu vas nous à rue. Et tu m'as et nous bon et dit gada. Même si matin c'est fata, bon nous sou quoi bon mais là et nous jomna ko to vie to si ballon bo sou quoi bo wa. On est organisé Gandhi à mon batana non coup bon fata. Il faut que les élèves finissent pour Gandhi bon sécurité on dit sécurité m'a dit en battant un coupon. Moi et mon bonnet. Et ça rapport et ne fata pour sécurité au Rwandien. Bon y a un chobo y a un courant battre dans nos support ça mon chobo nous fina bon et battre dans support. Bon mais et nous a bon et dit rien. Fille mais coucou no arene. Je suis contre la gratuité parce que c'est ça qui amène tous ces dégâts qu'on voit. Parce que bon en aucun pays, on ne voit pas ça. Même si il y aura de la gratuité, pas pour tous les matchs. Par exemple, pour le match de Sénégal maintenant, c'est un match capital. Vous voyez. Bon, c'est un peu ça. Et bon, à mon niveau, moi, j'ai compris que le ministère aussi a failli. Il a failli parce que s'il y a ces gens de matchs-là, il faut que l'entrée soit vite ouverte. Et toutes les portes du stade aussi. Le jour là même là, si j'ai bonne mémoire, c'est seulement l'entrée pas seule. Et les entrées du stade là aussi ne sont pas toutes ouvertes au même moment. Bon, c'est un peu ça. Nous sommes contents parce que nous avons mis ça mal organisé. Sinon, on a un bon moment. Oui, à mon nouveau, nous avons mis un document. Et on doit combattre les biens. C'est automatique, nous avons mis des bouts. C'est côté à cause de ça, il est condamné quoi. Au moins on est boulot pour nous. Où était entré au mi-fin il y avait nous étions dans le moment. C'est que le monde a dit mais bon et nous a sporté béné mi un ballon. Mais on te peut mi-temps là et nous doit oui doit rouler mais la baia bénois mi n'a forcé boire mais zéro fatal nous béni on font tête bon on a dit c'est que nous mal organisé. Moi, je suis contre la gratuité. Parce qu'on en a parlé ce matin. Mais ce qui est dommage, il ne faut pas attendre les dégâts d'abord avant de commencer par prendre les décisions. On devait prévoir ça. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut faire un match international. On dit que c'est gratuit. Avoir l'enjeu du match même. Pourquoi ça doit être gratuit? Même si c'est 200, il faut payer. C'est quelque chose. Mais quand on va dire même c'est 200 là, vous allez voir, le monde va diminuer. Ça va baisser automatiquement. Mais j'interpelle le ministre même. Pourquoi la gratuité? Avec l'éducation que le chef de l'État nous donne là, on ne devait même pas occasionner la gratuité. Prochainement, moi je pense que quand il y aura un match là, je ne veux pas que ça soit trop cher. Mais minimum là, c'est 1000 francs. Minimum quand même. Si on doit aller supporter notre équipe, il faut qu'on paye quelque chose pour les aider. On a déboursé, donc il faut qu'on compense. 1000 francs au moins, quand même. Et gratuit, ça veut dire que personne ne regarde la chose. Atolo, ni donna Joe nous mettons les nous pollen. On pas besoin Kosi, Atilo m'a appelé Ganga.
sais engagé dans tes activités, c'est pourquoi chaque jour, partout au Bénin, on te donne les moyens de les mener à bien. Car pour nous, plus tu tiens à quelque chose, plus on le soutient. Près de toi, près pour toi. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. De retour sur ce plateau pour les 3 derniers rendez-vous qui vont constituer la dernière partie de cette émission Actu Matin. Vous aurez la revue de presse d'Asiongo Kanya Asiongo qui va récapituler en détail les informations relayées par les parutions dans leur production ce matin. Nous sommes jeudi 22 juin 2023. Et puis notre invité ce matin, Moussa Roussou, qui va nous parler justement de domotique. De quoi s'agit-il? On l'évoque tout à l'heure. Mais avant tout cela, voici notre instant écho des communes avec notre invité au téléphone ce matin, c'est le préfet du département du Zou, M. Firmé Couton, qui est déjà en ligne. M. Couton, bonjour. Bonjour Tanguy Agoyi. Merci d'avoir décroché notre appel. C'était pas facile ce matin, mais on a réussi quand même à vous avoir. Allez, on va parler de 2 et 3 actualités au niveau donc du département du Zou ce matin. Au début de cette année 2023 et c'est jusqu'à hauteur de mars, des cas d'actes d'insécurité ont éclaté avec une fréquence sur le territoire de la commune de Djidja devenue presque comme une zone rouge. Monsieur le préfet, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses et surtout à Djidja? Merci beaucoup. Vous savez que Djidja, c'est le territoire le plus vaste que nous avons parmi nos communes. Et c'est une commune qui est habitée par différentes ethnies, notamment les éleveurs, les agriculteurs, enfin tous ceux qui achètent des domaines. Les gens achètent beaucoup de domaines aussi à Djidja. Tout à fait. C'est un phénomène, je dirais, cyclique parce que à chaque fin de la transhumance, des personnes employées comme sont délaissés par les éleveurs qui rentrent avec leurs troupeaux. Donc, de cette façon, se retrouvent juste un peu plus libres et commencent par définir des modes opératoires pour déposer certaines personnes de leurs biens. En dehors de ça, à Djidja, plus précisément à Vokanzou, il y a un marché à bétail qui est très fréquenté par différentes personnes, et nous avons constaté, en dehors des acheteurs d'animaux, c'est-à-dire les bœufs, ou des vendeurs, il y a d'autres personnes. Vous savez, ces marchés-là sont toujours compliqués à gérer. Il y a d'autres personnes telles que les démarcheurs, qui sont les plus nombreux d'ailleurs. Et nous avons constaté que ceux-là sont des gens à surveiller de très près, et d'ailleurs, ça ne nous a pas démenti, parce que beaucoup ont été interpellés et on a vu qu'il y en a qui sont dedans et qui opèrent juste après la fin du marché. Et donc c'est pourquoi on a constaté cette séquence de braquage dans cette commune-là. Nous avons très tôt pris le taureau par le cornes, comme on le dit, et nous avons essayé donc d'identifier
personnes cibles. Nous avons travaillé avec les responsables d'établissements d'hébergement surtout. Et c'est comme ça que nous avons mis la main sur un certain nombre de personnes. Et vous avez vu, aussitôt, tout a cessé. Parce que les personnes identifiées comme telles, certains ont passé à l'aveu. Et ils sont en train de répondre de leur forfait devant la justice. C'est ça. Justement, à côté de ces actes d'insécurité provenant des hommes, il y a aussi de l'insécurité provenant des animaux, notamment des chiens. Vous avez dû vous plier, monsieur le préfet, à un décret récemment pour attirer l'attention de la population sur un phénomène. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Vous savez que nous, dans nos milieux ici, des gens installés un peu à la périphérie des grandes villes telles que Aboubé et Boycon, ont l'habitude d'avoir des chiens. Oui, absolument. Des chiens pour les aider à assurer la sécurité de leur maison. Mais malheureusement, il y en a qui laissent ces chiens comme ça, sans prendre la moindre mesure de les mettre en cage et de les libérer peut-être la nuit pour assurer la sécurité de la maison. Du coup, ces chiens sortent, se retrouvent dans la rue. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons constaté que deux ou trois personnes sont décédées coup sur coup. Et à l'analyse, on a constaté que ces personnes sont décédées de la rage. De la rage. De la rage. C'est une maladie transmise par les chiens. Et dès qu'ils sont enragés, qu'ils vous mordent, c'est que vous aussi, vous devez être atteint de la maladie et vous mourrez un mois. Alors, donc, quand on a constaté ça, et on a commencé par faire les enquêtes, on a entendu que ces personnes ont été mordues par les chiens, on a recherché les propriétaires. Alors, un des chiens a été abattu, mais l'autre était en divagation, on l'a plus vu. Alors, du coup, nous avons pris la décision d'abattre systématiquement tous les chiens découverts en errance. Parce que le décret sur lequel je me suis fondé, c'est un décret de 2005 qui interdit à ces animaux-là, qui interdit aux propriétaires de ces animaux-là, de les laisser en divagation, de les garder, non seulement de les garder, mais d'apporter la preuve que ces chiens sont vaccinés. Parce que même si vous les détenez à la maison, parce qu'il y a peut-être vous n'êtes pas seul dans la maison, même vous-même pour votre sécurité, si vous ne vaccinez pas votre chien, il peut vous mordre. S'il était atteint de rage, il vous mord dans ces conditions, si on ne fait pas, on ne prend pas très toutes les précautions, ça peut tourner mal. Alors, donc, nous avons mis en application ce décret et nous avons ordonné la bataille systématique de tous ces animaux, sauf si ils sont vaccinés et le propriétaire a en charge de nous apporter la preuve de ce que ces animaux sont vaccinés avec le carnet à l'appui. Donc, quand nous avons alerté l'opinion, nous avons passé beaucoup de communiqués, nous avons passé à la phase pratique. Le mardi passé, les équipes sont allées sur le terrain, à Ingazou précisément, c'est un arrondissement de Boycon, puis à Bétaou, qui est un autre arrondissement d'Abomey. Et donc, on a fait la première opération. Les chiens étaient vraiment abattus. Les propriétaires se sont dépêchés de vacciner rapidement les chiens. Et c'est ce que nous souhaitons. On n'interdit pas que les gens aient des chiens. Non. Mais on veut que lorsque vous avez des chiens, que vous puissiez les vacciner pour que parce que vous ne savez pas leur état. Si vous voyez un chien en train de circuler, vous ne pouvez pas savoir si c'est un chien enragé ou pas. Donc, si moi, un individu qui circule, il y a un enfant qui circule, ça peut tourner mal. Et c'est pourquoi nous avons pris cette précaution-là. Alors, on a l'impression que cela a aussi créé une sorte de panique au sein de la population qui s'est dit, est-ce qu'on n'est pas envahi par peut-être une vague de rage? Bien sûr, parce que ça arrive rarement, bien ça arrive, et parfois les gens meurent sans qu'on ne sache que c'est la cause de ce phénomène. Tout à fait. Heureusement que quand ces personnes sont décédées successivement et qu'on a interrogé la population, on a compris que c'est ça qui est à la base. Et donc c'est pourquoi nous avons donné la lettre. Sinon, vous voyez des gens, vous voyez peut-être des enfants, un enfant qui est mordu par un chien mastin, on passe des poudres dans la plaie, et puis ça se cicatrise, on dit ça va. Alors que si cet enfant peut se passer juste à cause de cette morsure, on ne dira rien. On ne dira rien à quelqu'un.
Donc c'est parce que nous avons l'information qu'on a dû prendre ces mesures. Psychose au sein de la population, nous avons, avant d'aller là, avant d'arriver à ce niveau, nous avons beaucoup organisé des séances de sensibilisation, aussi bien par les agents des centres de santé, de nos arrondissements périphériques, aussi à Indazou, à Vogmana, à Sagron, et Tétaou, à Boubé, Ferrou, et Chantas. Nous avons organisé beaucoup de sensibilisation pour que les gens sachent que c'est reçu de ces animaux-là doivent être déclarés. C'est-à-dire au moins déclarés, que nous puissions prendre les mesures qu'il faut. Et nous avons même travaillé à ce que la vaccination, si en cas de morsure, soit pas la vaccination, le traitement en cas de morsure soit un peu à moins de coût. D'accord. Monsieur le préfet, un dernier sujet rapidement, le temps de vous laisser vaquer à d'autres occupations. On sait que les pluies sont déjà là et sur votre territoire d'autorité, il y a quand même 2 ou 3 communes qui sont très exposées aux pluies. Je veux penser à la commune de Zanyenando ou de Wenri et peut-être dans une certaine mesure aussi de Zobo-Domain vers l'extrémité là-bas. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises actuellement pour anticiper un peu sur l'éventualité des inondations? Merci beaucoup, M. Tanguy, c'est un phénomène auquel nous sommes habitués ici. On sait qu'à Roussy, précisément dans les arrondissements de Sagon et de Torre, il y a une inondation. Ça ne nous surprend pas, pour l'avouer. À Zobodo, à Zanyenando, précisément à Bovie précisément, dans les villages de Koutor et autres dans l'arrondissement de Péripon, il y a inondation. Ça, nous savons aussi, nous sommes convaincus de cela. À Zobodomé, à Pokissa, il y a inondation. Du fait de la proximité de ces endroits avec les rives du fleuve Wébé qui va déborder et qui vont déborder d'ici un mois ou plus. C'est-à-dire dans le fin mois juillet, il y aura inondation dans ces localités-là. Alors, nous avons mis des équipes en place, avec le soutien de la Croix-Rouge, nous avons mis des équipes d'alerte en place. Donc, les alertes ont commencé par être données avec des mégaphones, nous circulons pour dire aux gens de faire attention. Et ça se suit, le niveau d'eau se suit depuis la partie septentrionale de notre pays, parce que ça vient du nord. Et quand nous suivons avec cette alerte qui est donnée, ça nous permet de suivre le niveau d'évolution du cours d'eau, du Zou. Et dès que c'est proche, nous accentuons, je dirais, les alertes, pour que les gens n'aillent plus sur ce fleuve. Parce que vous vous souvenez, il y a des gens qui ont du champ, de part et d'autre. Et les maisons sont également de part et d'autre. Donc certains disent qu'il faut traverser juste avec une pirogue le fleuve pour se mettre de l'autre côté pour aller dans son champ. À un moment donné, nous interdisons carrément la navigation sur ce cours d'eau, le fleuve Wéné, le fleuve Zou, nous interdisons carrément la navigation. C'est comme ça que nous arrivons à circonscrire le phénomène. Je crois qu'il y a un peu plus de 2 ans, il y a plus de morts par noyade, parce que les alertes sont suffisamment données. Ce qui est dommageable, c'est la culture. Bon, les gens sont en train de labourer maintenant. Est-ce que le niveau du cours d'eau élevé va nous surprendre d'ici là et emporter toutes les cultures? Nous ne savons pas encore. Donc, mais si ça arrive un peu tard, ça permet déjà à ce que les gens récoltent, ils enlèvent leur maïs et autres, avant que ça n'arrive. Donc, ce qui est dommageable, c'est ça. Quand ça emporte les cultures, les gens se retrouvent dans un état de dénuement total du jour au lendemain. Et nous passons par cette occasion pour remercier le gouvernement béninois qui a assisté ces communes-là l'année passée, en leur dotant un peu de vivre, un peu de ce dont ils auront besoin, parce que se retrouvant, j'allais dire, dans un état brusque de dénuement, et non plus de quoi même se coucher, parce qu'il faut les évacuer. Absolument. Tout un collège, par exemple, est évacué pour abriter un peu plus sur le plateau. Et bien, ces personnes qui sont retrouvées là, il faut les assister un peu. Tout à fait. Nous avons prévu avec les maires
des communes un peu de ressources dans le sujet pour assister ces personnes-là. Donc voilà les dispositions que nous avons déjà prises. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend et nous sommes en train de suivre ça avec une attention particulière. Hier seulement, nous en avons parlé à notre réunion, dans la réunion de la conférence administrative départementale. D'accord. Monsieur le préfet, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le préfet Firmin Coton du département du Zou en ligne au téléphone et nous parlait un peu de l'actualité au niveau donc de ce département-là. Allez, voici l'invité ce matin. Notre invité s'appelle Mozart Rousseau, il est spécialiste de la domotique. Monsieur Rousseau, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, vous êtes actif dans le domaine de la domotique, un moyen de contrôler sa consommation en énergie électrique. En quoi est-ce que l'énergie, comment est-ce qu'on dit, renouvelable vous intéresse aujourd'hui? Merci infiniment et bonjour chers téléspectateurs. L'énergie renouvelable, en fait, c'est pour la production de l'énergie. Alors, quand on parle de domotique, c'est tout simplement économiser ce qui existe déjà. Alors, s'il n'y a pas d'énergie, qu'est-ce que vous allez économiser? Il n'y en a pas. Voilà. Alors, l'énergie renouvelable aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas une certaine la stabilité énergétique, c'est tout à fait normal qu'on étoffe son alimentation avec sa production avec l'énergie renouvelable. Donc vous n'êtes pas dans la production et ça ne vous intéresse pas? Non, bien sûr, je fais partie, mais ma structure fait partie des structures qui offrent cette possibilité, cette proposition à la population aujourd'hui. Alors, depuis que vous avez commencé cette campagne, quel est l'accueil des populations par rapport au système de domotique? Bon, système de domotique aujourd'hui, en fait, les gens ne connaissent pas encore la domotique. Ils ne connaissent pas encore les avantages. Vous savez, la dernière fois que quand j'étais avec vous sur ce plateau, il y a mon bel-oncle qui a suivi depuis le Gabon et qui m'a rappelé, il a dit non, mais vous avez fait économie, il faut expliquer aux gens l'avantage. Qu'est-ce qu'ils ont quand on parle de domotique de façon concrète, qu'est-ce qu'ils gagnent? Et il a donné des exemples comme quoi il était très loin de sa maison avec sa fille et il y a un livret qui était là et à travers la domotique, sa fille a pu ouvrir le portail pour que les gens puissent déposer quelque chose. Sa fille était partie de la maison alors que le climatiseur était allumé. Voilà. Et donc, depuis son bureau, elle a pu contrôler sa maison. Aujourd'hui, il faut éteindre le climatiseur. Éteindre le climatiseur. Alors, ce qu'il faut que la population sache, et je profite d'ailleurs par votre canal pour le dire, quand on parle de domotique, c'est pas sorcier, ce n'est pas une affaire de blanc, mais c'est tout simplement une solution qui vous facilite la vie, qui vous amène le confort. Imaginez que vous êtes dans votre maison, un matin, vous n'avez pas besoin de vous lever pour éteindre chaque interrupteur, mais à travers votre téléphone, vous pouvez déjà régler tout ce qui se passe dans votre maison. Imaginez que vous partez précipitamment de la maison et qu'il y ait des choses allumées. Bon, ça arrive. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, nous avons une stabilité énergétique au niveau national, ce qui fait que on n'est plus dans ce type de stress. Mais hier, on partait de la maison, on ne sait même pas si le courant va arriver et toute la journée, si le climatiseur était allumé, voilà, ça reste allumé et c'est des pertes énormes. Exactement. Donc aujourd'hui, avec la domotique, ce problème est réglé. Est-ce que la population ont vraiment compris l'intérêt de cette affaire? Comment elles accueillent ça? Vous savez, c'est une nouvelle solution, c'est une innovation, c'est un changement. Et vous savez très bien que la population résiste à tout ce qui est changement aujourd'hui. Mais je pense qu'avec le temps, il faut le temps pour qu'ils comprennent que c'est la meilleure solution pour eux s'ils veulent réduire leur consommation, s'ils veulent payer moins au niveau de la... Est-ce que ce n'est pas le temps que vous avez mis à venir en Afrique qui peut expliquer cette chose? Parce que c'est connu déjà sur d'autres cieux. Non, ce n'est pas moi en fait qui ai mis du temps. Mais vous parlez. Non, la technologie existe depuis 40 ans. Et vous savez, les pays du Nord, l'Égypte est en tête aujourd'hui, le Maroc, la Tunisie, même la Libye connaissaient déjà la domotique depuis des années. Pourquoi? Parce que leur État a déjà mis en place une certaine stabilité au niveau de l'énergie. Et quand la stabilité est là tout de suite, on pense à comment réduire. Et aujourd'hui, ces pays sont très, très en avance sur nous. Alors, vous savez que l'Afrique est en crise en matière d'énergie électrique. Alors, vous voulez gérer quoi quand ça n'existe pas?
Non, et nous voulons gérer quoi? Ou l'économiser quoi quand ça n'existe pas? Merci, monsieur Tanguy, mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pas parce que je gagne 100 francs que je ne peux pas économiser. Il n'y a pas un pays africain aujourd'hui qui ne regorge pas d'un minimum d'énergie électrique. Alors l'avantage de la domotique, au lieu d'aller chercher de l'argent pour produire davantage, c'est comment faire déjà pour récupérer une partie de ce que vous avez et réinvestir facilement. C'est ça l'avantage de la domotique. Donc, quel que soit le pays aujourd'hui, quel que soit son niveau de production, on a la possibilité aujourd'hui de mettre la domotique et de permettre à cet État, imaginez, même si c'est 10 mégas que le pays a, et qu'avec la domotique, vous pouvez gagner jusqu'à 3 mégas supplémentaires. Est-ce que c'est rien? C'est beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez, quels sont les rapports que vous entretenez avec les États africains? On connaît leurs agents champions dans le gaspillage. On peut laisser le frigo allumé, la clim allumée, les ampoules allumées et rentrer chez soi tranquillement. Non, on ne va pas le prendre sous cette forme-là. C'est-à-dire, si on le prend, c'est comme ils sont des négligents. Alors que personne n'est négligent. Vous savez très bien, avec la charge de travail, ce n'est pas facile de se retrouver à tout moment. Vous êtes très diplomate. Non, mais je ne fais que dire la vérité. Mais si jamais on se met à dire que ce sont des gaspilleurs, tout le monde est gaspilleur. Puisque nous-mêmes, nous sommes gaspilleurs dans nos maisons. Nous gaspillons de l'énergie dans nos maisons. Alors, les relations avec les États aujourd'hui, nous essayons de leur apporter la solution, de leur expliquer l'intérêt pour eux aujourd'hui. Imaginez que dans les administrations d'un pays, je prends le Bénin, et qu'on consomme peut-être, je dis quelque chose au hasard, qu'on consomme peut-être de 50 mégas. Et que normalement, à la sortie, l'heure de fin, c'est 17 heures. Et qu'à 17 heures, on peut récupérer au moins 90% de ceci. Et qu'on remette à disposition de l'État. Regardez ce que ça peut apporter. C'est-à-dire la création d'emplois, parce qu'il va y avoir des nouvelles usines qui vont naître et on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent supplémentaire ailleurs avant de pouvoir étendre vers les zones rurales et consorts. Donc voilà, donc la domotique, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour l'Afrique et non investir tout le temps dans la production. La production, oui, mais il faut pouvoir économiser pour aller plus loin. Moza Onsou, merci beaucoup d'être venu. Non, je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse d'Assiongo Kanyassiongo. Bonjour à toutes et à tous. Le Grand Matin parle de la rencontre des chefs d'État en France et renseigne que le sommet de Paris qui se déroule du 22 au 23 juin 2023 au palais du Brognat va permettre de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre les pays du Nord et du Sud. Pour les participants comme le Bénin, explique Fraternité, l'occasion est belle pour nouer des coopérations profitables, surtout au plan d'une diplomatie tournée vers l'économie. C'est donc un baptême de feu pour le tout nouveau ministre des Affaires étrangères du Bénin. Cheikh Bakary ne devrait pas manquer de faire montre de ses compétences afin de prouver au chef de l'État qu'à l'issue du sommet de Paris, il ne rentrera pas bredouille à Cotonou. Du moins le sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui est également une étape préparatoire au futur rendez-vous du G20 et de la COP28 est une tribune idéale pour nouer des relations avec des partenaires de premier choix, vous donner de nouvelles orientations à la diplomatie béninoise désormais, plus axée sur l'économie. En définitive, Cheikh Bakary, qui est un novice dans le monde diplomatique, est appelé à jouer avec ses atouts pour donner un nouveau sens à la coopération avec les autres pays du monde. Mais avant ce sommet, informe le Grand Matin, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est rendu le mercredi 21 juin 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail au cours de laquelle les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs questions. Il s'agit de deux importants sujets, selon le message publié sur le compte Facebook de la présidence de la Côte d'Ivoire. Talon et Ouattara ont d'abord abordé les questions liées à la situation sécuritaire, économique et sociopolitique dans la sous-région ouest africaine et ont également discuté des élections prochaines qui auront lieu dans certains pays africains. Fraternité complète en indiquant que Talon et Ouattara ont également abordé au cours de leur tête-à-tête le sujet relatif au financement du développement
qui fera l'objet du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Comme tous les jeudis, les parutions portent sur les points clés du Conseil des ministres. C'est ainsi que l'autre quotidien relate que pour garantir aux personnes handicapées une meilleure intégration sociale, 5 projets de décret d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive. Tous les acteurs intervenant sur cette thématique ont été associés aux travaux. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, des mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées, des mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, des mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées et pour finir, des modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Fraternité complète en écrivant qu'en ce qui concerne l'accès des personnes handicapées aux concours et tests de recrutement, le gouvernement a également pris des mesures. Elle prenait en compte une réduction de 10% non exclusive des autres réductions de type commercial sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics ainsi que sur les frais de transport ferroviaire, routier, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Pour ce qui est des conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés, le Conseil des ministres a retenu la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. À propos des mesures relatives aux conditions spéciales d'accès au concours, les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits, mais le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées y déroge. Quant au journal Le Télégramme, le gouvernement du président Patrice Talon est passé à l'acte. Plusieurs cabinets de géomètres urbanistes sont suspendus. Le gouvernement a annoncé des mesures disciplinaires à l'encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Le Grand Matin ajoute que par l'entremise du ministère de la décentralisation, le gouvernement vient d'informer les préfets de la suspension sur toute l'étendue du territoire national des professionnels urbanistes et géomètres défaillants. Les concernés sont interdits de participation à toute procédure de marché public en lien avec l'aménagement foncier, notamment les lotissements et les remembrements urbains. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Merci aussi surtout d'avoir été des nôtres depuis lundi matin pour cette campagne hebdomadaire. Demain, vous allez retrouver Wahab Ali Para pour le dernier numéro de cette semaine d'Actu Matin avec un sujet spécial, la question société. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour lundi prochain à partir de 7h. Mais l'émission commence à 6h30. D'ici là, vous portez très bien. Passez une très bonne journée. Et vous restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. A plus.